Si vous cherchez la technique, une seule destination s'impose. Si vous cherchez le plaisir, cette destination reste la même. Et si vous cherchez les buts, très souvent, le chemin vous y ramènera encore. Mais lorsque vous voulez réunir toutes ces qualités en un seul homme, alors il ne s'agit plus d'un simple joueur, il s'agit d'un phénomène. Ronaldo Luis Nazario da Lima. Le 28 août 1994, les livres de l'histoire du football européen s'ouvrent pour témoigner de la naissance d'une légende sans équivalent. Ce jour-là, l'honneur revient au Vitesse Arnhem d'être le tout premier club à affronter le phénomène sur les pelouses européennes, quelques semaines seulement après sa signature avec le PSV Eindhoven. Et évidemment, Ronaldo ne pouvait pas laisser un tel moment sans y apposer son empreinte. Il inscrit son tout premier but sous le maillot du PSV avant de délivrer une passe décisive qui offre le 4e but à son coéquipier. Une entrée en scène saisissante, dans un stade plongé dans une stupeur totale, des tribunes jusqu'au banc de touche. Au cœur de cette stupéfaction, Ad de Mos, l'entraîneur du PSV Eindhoven, qui savait déjà que Ronaldo était un joueur à part, mais certainement pas à ce point-là. Le lendemain, la presse néerlandaise est unanime. Un seul nom s'impose à la une des journaux. Un adolescent brésilien de tout juste 17 ans, un joueur encore inconnu du grand public européen, mais déjà capable de faire vaciller les certitudes et de captiver tout un pays en 90 minutes. C'est à cet instant précis que débute véritablement l'histoire du phénomène sur les pelouses européennes. Les débuts de Ronaldo au Brésil n'ont rien d'un conte de fées. Après 3 années de performances remarquées au Centre Social Ramos, le jeune prodige est sélectionné, avec plus de 400 autres joueurs, pour passer des tests au prestigieux Flamengo. Lors de la première phase, Ronaldo convainc. Son talent saute aux yeux des recruteurs du club Carioca. Mais le destin en décide autrement. Cette immense promesse du football brésilien n'a tout simplement pas les moyens de payer le billet de bus pour se rendre à la seconde phase des essais. Ronaldo est contraint de rester une saison supplémentaire au Centre Social Ramos. Un coup dur, mais pas un coup d'arrêt. Sa réputation commence alors à grandir sur les terrains modestes du football brésilien. Déterminé à s'en sortir, Ronaldo joue dans les matchs de quartier, dans les rues de Rio de Janeiro, où il tente de gagner quelques reais grâce aux petits paris placés sur son nom. Jusqu'au jour où son talent attire l'œil de l'entraîneur de l'équipe de jeunes du São Cristóvão, club évoluant en 2e division brésilienne. La décision est immédiate. Ronaldo rejoint l'équipe. Dès son premier match, le phénomène frappe fort. Il inscrit un triplé face au Tomazinho lors d'une victoire spectaculaire 5-2. À la fin de la saison, le verdict est sans appel. 44 buts inscrits. Un chiffre qui fait basculer son destin et provoque l'afflux massif des agents de joueurs autour de ce nom encore inconnu du grand public, mais déjà promis à l'histoire. Tout bascule véritablement lorsqu'un accord est conclu avec Jairzinho, ancien international brésilien et champion du monde, qui s'engage à prendre en main la trajectoire du jeune prodige. Mais la mission de Jairzinho s'avère finalement moins complexe que prévu, car Ronaldo, lui, se met à se vendre tout seul sur le terrain. Après ses prestations remarquées avec les jeunes du São Cristóvão, Ronaldo reçoit une convocation en sélection brésilienne des moins de 17 ans pour disputer le championnat d'Amérique du Sud U17 en février 1993. Si le Brésil échoue à décrocher le titre, une certitude s'impose pourtant à tous les observateurs. Ronaldo est au-dessus du lot. En 8 matchs disputés, il inscrit 8 buts, confirmant un talent déjà impossible à ignorer. Dès lors, les plus grands clubs brésiliens se livrent une véritable bataille pour s'attacher les services du jeune attaquant. Mais Ronaldo, lui, ne raisonne pas encore en termes de projet sportif. Sa priorité est ailleurs. À seulement 16 ans, son objectif est clair, gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins et venir en aide à sa famille. C'est dans ce contexte qu'il s'engage avec le Cruzeiro Esporte Clube, alors 15e du championnat, pour un montant estimé à 25 000 $. Un choix dicté par la nécessité, qui marquera le début d'une ascension fulgurante. Très rapidement, le phénomène est propulsé au sein de l'équipe première, alors qu'il n'a pas encore 16 ans. Et pour ses débuts en championnat brésilien, Ronaldo frappe un grand coup. Face au Bahia, il inscrit 5 buts lors de son tout premier match de championnat, dans une démonstration totale conclue par une victoire du Cruzeiro sur le score sans appel de 6-0. Un signal fort. Ronaldo ne se contente plus de promettre, il domine. Il conduit ensuite son équipe jusqu'au sacre en Coupe du Brésil,
avant de boucler une seule saison sous les couleurs de Cruzeiro, avec des chiffres tout simplement vertigineux. 55 buts inscrits en 58 matchs. Des statistiques qui ne laissent plus aucun choix au sélectionneur du Brésil à l'époque, Carlos Alberto Parreira. Ronaldo est convoqué pour représenter la Seleção à la Coupe du Monde 1994. Avant même le début du mondial, les discussions sont déjà bien avancées entre Cruzeiro et le PSV Eindhoven, désireux de s'attacher les services du prodige brésilien. Mais aux États-Unis, le jeune Ronaldo, à seulement 17 ans, ne dispose que de peu d'opportunités pour s'imposer comme titulaire. La concurrence est féroce, avec deux monstres sacrés devant lui, Romario et Bebeto. Cantonné au banc tout au long de la compétition, Ronaldo n'entre pas en jeu. Mais ce tournoi restera malgré tout un moment fondateur, car en 1994, le phénomène décroche déjà son premier titre de champion du monde. Un sacre silencieux, avant l'explosion. À son retour de la Coupe du Monde 1994, Ronaldo dispute un dernier match sous les couleurs du Cruzeiro, face au Botafogo, en championnat brésilien. Puis vient le grand saut. Le phénomène s'engage officiellement avec le PSV Eindhoven pour un montant estimé à 6 millions d'euros. L'adaptation, elle, est loin d'être simple. Aux Pays-Bas, Ronaldo ne parle que le portugais. La langue, la culture, le climat, tout lui est étranger. La communication est difficile, y compris avec son entraîneur. Mais sur le terrain, ces obstacles n'existent pas. Car Ronaldo n'a jamais eu besoin de mots. Il s'exprime dans une langue universelle, celle des buts. Dès la première journée du championnat néerlandais, face au Vitesse Arnhem, il marque son premier but et délivre une passe décisive. Lors du match suivant, contre les Go Ahead Eagles, il confirme en inscrivant un doublé. Le ton est donné. Les rencontres s'enchaînent et les buts du phénomène avec elles. Ronaldo marche littéralement sur les défenses néerlandaises. Cette saison-là, il découvre également pour la première fois la scène européenne avec la Coupe de l'UEFA. Et malgré une triplée retentissant face au Bayer Leverkusen, le PSV est éliminé dès le premier tour, après une confrontation spectaculaire perdue sur le score cumulé de 5-4 face au club allemand. Sur le plan individuel, en revanche, le verdict est sans appel. Ronaldo termine sa première saison européenne meilleur buteur du championnat néerlandais, avec 30 buts inscrits en 33 matchs, soit 12 longueurs d'avance sur son plus proche poursuivant, Patrick Kluivert. Mais malgré cette pluie de buts, les failles défensives du PSV coûtent cher au collectif, qui termine le championnat à la 3e place. La saison suivante, le club change d'entraîneur. Ad de Mos est remplacé par Dick Advocaat. Un changement qui coïncide avec un premier signal inquiétant dans la carrière de Ronaldo. Une blessure au genou gauche. Une blessure fondatrice qui marquera durablement la trajectoire du phénomène. Malgré de longues périodes d'absence, Ronaldo revient. Et comme souvent, il marque. Il lutte jusqu'au bout pour le titre de meilleur buteur du championnat, mais échoue finalement avec 12 buts inscrits en seulement 13 matchs. Sur le plan collectif, le PSV se console. Le club remporte la Coupe des Pays-Bas et termine vice-champion derrière l'Ajax. Un deuxième titre national pour Ronaldo, avant que l'Europe entière ne commence à se l'arracher. À l'issue de la saison, les premières tensions apparaissent entre le nouveau coach du PSV et Ronaldo. Des tensions nourries par des déclarations qui ne passent pas. Dick Advocaat affirme alors publiquement que Ronaldo n'est pas Romario et qu'il peut partir à Barcelone s'il le souhaite. La réponse du phénomène est immédiate, frontale, sans détour. « Oui, je ne veux pas jouer avec vous et je veux partir en Espagne. » Face à cette situation devenue ingérable, la direction du PSV Eindhoven n'a plus qu'une option, satisfaire les deux parties et autoriser le départ de son joyau. Mais le club néerlandais fixe un prix jamais vu jusque-là, 20 millions d'euros, un montant jugé excessif à l'époque. Après de longues négociations et l'intervention de plusieurs intermédiaires, le PSV accepte finalement de revoir ses exigences à la baisse, 18 millions d'euros. Le FC Barcelone accepte, l'accord est conclu. Ronaldo signe alors un contrat longue durée de 8 ans avec le club catalan, assorti d'une clause libératoire de 30 millions d'euros. Un montant considéré à l'époque
comme quasi impossible à lever pour n'importe quel club européen. Une clause pensée pour protéger Barcelone, sans savoir qu'elle deviendrait bientôt le cœur d'un des transferts les plus retentissants de l'histoire du football. Et le destin en décide ainsi. La toute première apparition de Ronaldo sous les couleurs du FC Barcelone a lieu lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético de Madrid. Il ne lui faut que 6 minutes. 6 minutes à peine pour révéler à l'Espagne qui est réellement le phénomène. Ronaldo inscrit son premier but avec le Barça. Puis, après un deuxième but catalan, l'Atlético réagit et revient à hauteur en inscrivant 2 buts consécutifs. Mais ce soir-là, Ronaldo Luis Nazario da Lima a décidé que ce serait le premier jour de sa légende blaugrana. Il délivre d'abord une passe décisive à Ivan de la Peña, qui inscrit le 4e but, avant de reprendre la lumière et de marquer lui-même le 5e but du Barça. À cet instant précis, le phénomène n'a plus besoin de se présenter. L'Espagne, et bientôt l'Europe entière, savent désormais de quel joueur il s'agit et de quelle trempe il est fait. Les matchs s'enchaînent, et les buts de Ronaldo aussi. En Liga, il ne laisse aucune place au doute. Il marque contre tous les grands noms du championnat espagnol de l'époque. Racing Santander, Real Sociedad, Saragosse, Valence, Valladolid, Betis, Séville, Athletic Bilbao, mais aussi l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Ronaldo termine sa première saison en Espagne meilleur buteur de Liga, avec 34 buts inscrits, soit 9 de plus que son dauphin, Alfonso, l'attaquant du Betis. Et pourtant, malgré cette domination offensive, le FC Barcelone échoue dans la course au titre. Avec 90 points, le club catalan termine deuxième, derrière le Real Madrid. Mais la saison n'est pas sans trophée. Le Barça remporte la Coupe du Roi et Ronaldo y joue un rôle déterminant. Buteur et passeur décisif face au Real Madrid, auteur d'un triplé contre l'Atlético de Madrid en quart de finale, puis d'un doublé face à Las Palmas en demi-finale. Mais la véritable empreinte du phénomène, il la laisse en Coupe UEFA. Après avoir marqué dès le premier tour, il inscrit des buts à l'aller comme au retour en quart de finale face à l'AEK. Et en finale, contre le Paris Saint-Germain, Ronaldo provoque un pénalty et le transforme avec sang-froid. Un but, une finale, un titre. Le FC Barcelone remporte la Coupe UEFA et Ronaldo décroche à seulement 20 ans son premier trophée européen dès sa première saison en Espagne. À l'été suivant, Ronaldo demande à la direction du Barça une revalorisation de son contrat. Mais le club, dirigé alors par le président Josep Luis Núñez, sous-estime la gravité de la situation. À Barcelone, on est convaincu que la clause libératoire, jugée exorbitante, ne pourra jamais être levée. C'est sans compter sur Massimo Moratti. Le président de l'Inter Milan réunit la somme nécessaire grâce à plusieurs investissements stratégiques et crée la stupeur. La clause est levée, le contrat est rompu. À l'été 1997, Ronaldo quitte le FC Barcelone et s'engage avec l'Inter Milan pour un montant record de 30 millions d'euros. Le phénomène change de dimension. Et l'Italie s'apprête, à son tour, à découvrir l'irréel. Ronaldo entame la saison au sommet du football mondial. Après les performances exceptionnelles réalisées avec le FC Barcelone et la sélection brésilienne, il est sacré Ballon d'Or. Au-delà de la Supercoupe d'Espagne et de la Coupe UEFA remportée avec le club catalan, le phénomène marque aussi l'histoire avec la Séleção. Il conduit le Brésil au sacre en Copa América, inscrivant un but en finale et terminant deuxième meilleur buteur de la compétition. Quelques mois plus tard, aux côtés de Romario, il forme un duo offensif dévastateur qui permet au Brésil de remporter la Coupe des Confédérations. En finale, Ronaldo frappe un grand coup, un triplé face à l'Australie. Mais son arrivée à l'Inter Milan fait immédiatement débat. Le montant du transfert, jugé astronomique, enflamme la presse italienne, qui doute de la capacité de Ronaldo à s'adapter à un championnat réputé pour sa rigueur défensive et le manque d'espace du Calcio. Un scepticisme qui ne durera pas. Car Ronaldo, par nature, a toujours aimé défier les certitudes et briser les records. Dès sa première saison sous les couleurs de l'Inter, il inscrit 25 buts en championnat,
Un total historique pour un joueur disputant sa toute première saison en Série A. Il termine deuxième meilleur buteur, à seulement 2 longueurs de l'Allemand Oliver Bierhoff, alors attaquant de l'Udinese. C'est également à ce moment-là que naît véritablement son surnom. Après un triplé retentissant en Coupe d'Italie face au Piacenza, la presse italienne lui donne un nom qui fera le tour du monde. Il Fenomeno. Sur le plan collectif, Ronaldo remporte dès sa première saison la Coupe UEFA avec l'Inter, en inscrivant un but en finale contre la Lazio. Mais le Scudetto échappe encore aux Nerazzurri, qui termine deuxième, derrière la Juventus. La saison s'achève, et pour Ronaldo, l'heure est venue de retrouver le maillot auriverde. Plus pour apprendre, plus pour accompagner, mais pour conduire le Brésil vers un objectif clair et assumé, le 5e titre mondial. Le Brésil arrive au mondial en grand favori pour conserver son titre. Tous les regards sont tournés vers le phénomène. Pourtant, lors du match d'ouverture face à l'Écosse, Ronaldo reste muet. Le Brésil s'impose difficilement 2-1, mais le doute s'installe. Le doute ne durera pas. Lors de la deuxième rencontre, face au Maroc, Ronaldo apparaît et frappe fort. Dès la 9e minute, sur une passe décisive de Rivaldo, il ouvre le score. À la 50e minute, il se transforme en passeur et offre le but à Bebeto. Le Brésil s'impose 3-0 et le phénomène est enfin lancé. Mais lors du dernier match de groupe, survient la première surprise du tournoi. Le Brésil est tenu en échec par la Norvège. À partir des 8e de finale, Ronaldo se réveille, et avec lui toute la Seleção. Face au Chili, le Brésil déroule et s'impose 4-1. Ronaldo inscrit le 3e but sur pénalty à la 45e minute, puis ajoute le 4e à la 70e. Le Brésil redevient alors le principal candidat au sacre. En quart de finale, sur le papier, l'obstacle danois semble abordable. Mais sur le terrain, le Danemark surprend et ouvre le score. Ronaldo refuse de laisser l'histoire lui échapper. À la 10e minute, il délivre une passe décisive à Bebeto, qui égalise pour le Brésil. À la 25e, il récidive, servant Rivaldo, qui donne l'avantage à la Seleção. Le Danemark s'accroche et égalise à la 70e minute par Mikael Laudrup. Mais une nouvelle fois, Rivaldo met fin aux espoirs danois et le Brésil s'impose 3-2, s'offrant une demi-finale face aux Pays-Bas. À ce stade de la compétition, le combat n'est plus seulement celui de la Coupe du Monde. C'est aussi une guerre ouverte pour le Ballon d'Or. Une certitude domine alors. Le futur lauréat sera le héros du mondial. Ils ne sont plus que 4 nations, France, Brésil, Pays-Bas et Croatie. Et un 6e d'exception se détache pour le trophée individuel suprême. Le favori numéro 1 se nomme Davor Šuker. Buteur prolifique, champion d'Europe avec le Real Madrid, meilleur buteur du tournoi avec 6 réalisations, il serait quasiment assuré du Ballon d'Or en cas de finale croate. Derrière lui, Zinedine Zidane, finaliste de la Ligue des Champions avec la Juventus, dont une qualification face à la Croatie le placerait en tête de la course. Puis vient Ronaldo, vainqueur de la Coupe UEFA avec l'Inter, suivi, dans une moindre mesure, de Rivaldo. Sans oublier Edgar Davids, lui aussi finaliste de la Ligue des Champions avec la Juventus, et Dennis Bergkamp, champion d'Angleterre avec Arsenal, et leader offensif des Pays-Bas dans ce mondial. La demi-finale devient alors une compétition dans la compétition. Tous veulent frapper un grand coup, et le premier à répondre présent, c'est Ronaldo. À la 46e minute, il inscrit le premier but du Brésil face aux Pays-Bas. Mais Patrick Kluivert refuse la sentence et égalise à la 87e minute. Le sort se décide au tir au but. Pour le Brésil, marquent Ronaldo, Rivaldo, Emerson et Dunga. Côté néerlandais, Frank de Boer et Dennis Bergkamp réussissent, mais Philippe Cocu et Ronald de Boer échouent. Le Brésil s'impose et décroche le premier billet pour la finale. De l'autre côté du tableau, la Croatie ouvre le score. Mais un homme va changer le destin français, Lilian Thuram. Le défenseur des Bleus inscrit un doublé historique, propulsant la France en finale. À cet instant précis, il ne reste plus que 2 hommes dans la course au sommet, Zinedine Zidane et Ronaldo.
Devant 80 000 spectateurs français, Zinedine Zidane livre le match de sa vie. 2 coups de tête, 2 buts et un soir d'éternité. Zidane offre à la France sa première Coupe du Monde et s'offre, dans le même mouvement, sa seule et unique Ballon d'Or. De l'autre côté, Ronaldo quitte la pelouse les larmes aux yeux. Quelques mois plus tard, le verdict tombe. Le Ballon d'Or est attribué à Zidane, largement devant Davor Šuker, tandis que Ronaldo ne termine que 3e. Le phénomène sort de ce mondial brisé sur tous les plans. Psychologiquement marqué, il montre les premiers signes du choc. Sa vie personnelle se dérègle, ses relations font la une de la presse mondiale, et les projecteurs quittent le terrain pour se braquer sur l'homme. Physiquement, le corps lâche. Victime de multiples blessures, contractées et aggravées depuis le mondial 1998, Ronaldo force souvent son retour pour continuer à porter le Brésil. Mais les conséquences sont lourdes. Entre 1998 et 2002, sur environ 250 matchs disputés par l'Inter, Ronaldo n'en joue qu'une 50aine. Le phénomène devient une ombre. 4 années de silence, de douleur et de doute, jusqu'à l'année de la rédemption. En 2002, le Brésil se présente au mondial sans le statut de favori. La qualification a été obtenue dans la douleur, lors de la dernière journée des éliminatoires face au Venezuela. La Copa América 2001 a été manquée. Et une génération entière a tiré sa révérence. Tafarel, Aldair, Sampaio, Dunga, Bebeto. Mais Luis Felipe Scolari surprend tout le monde. Il fait confiance à des visages nouveaux, encore peu connus à l'échelle mondiale. Lucio, Kaká, Ronaldinho, Kleberson. Dès la phase de groupe, la Seleção rassure. 3 victoires contre la Turquie, la Chine et le Costa Rica. Ronaldo marque 4 buts lors de ces 3 rencontres. Avec déjà 8 buts en 2 Coupes du Monde, il devient un candidat sérieux pour battre le record de Pelé, meilleur buteur brésilien en mondial. L'élimination prématurée de la France, décimée par les blessures et privée de Zidane, replace le Brésil au centre du jeu. Le titre semble désormais se jouer entre le Brésil, l'Allemagne et l'Angleterre. En 8e de finale, le Brésil élimine la Belgique, 2-0, avec des buts de Ronaldo et Rivaldo. Puis vient le premier grand test, l'Angleterre, en quart de finale. Michael Owen ouvre le score et fait trembler la Seleção. Mais ce match marque la naissance d'un nouveau génie mondial, Ronaldinho. Avant la pause, il délivre une passe décisive à Rivaldo qui égalise. Puis, à la 55e minute, Ronaldinho scelle le destin du match en inscrivant le but de la victoire. Le Brésil rejoint les demi-finales, où l'attend la Turquie, l'une des surprises du tournoi. Un match fermé, l'un des plus difficiles du parcours brésilien. Mais une nouvelle fois, Ronaldo trouve la faille et inscrit le but décisif. De l'autre côté, l'Allemagne élimine la Corée du Sud, autre sensation du mondial, grâce à un but de Michael Ballack à la 75e minute. La finale est connue. Brésil, Allemagne. Le monde entier retient son souffle. Face à Oliver Kahn, le meilleur gardien du tournoi, Ronaldo frappe 2 fois. 2 buts, 2 erreurs forcées, 2 coups fatals. Le Brésil est champion du monde. Ronaldo réalise le doublé en finale et accomplit le plus grand rêve de sa carrière. Pour le Ballon d'Or, le débat est court. Son principal rival se nomme Roberto Carlos, mais la finale fait la différence. En 2002, Ronaldo remporte son 2e Ballon d'Or, le plus précieux de tous. Parce qu'il ne récompense pas seulement le talent, il consacre la résilience, le retour de l'impossible et la renaissance du phénomène. À cette époque, la stratégie du Real Madrid est limpide. Recruter une superstar chaque année pour maximiser l'impact sportif et surtout l'impact économique. Après l'arrivée de Luis Figo en 2000, puis celle de Zinedine Zidane en 2001, le tour de Ronaldo finit par arriver. Mais à Milan, Massimo Moratti n'entend pas brader le héros du Mondial 2002. Le président de l'Inter réclame alors près de 100 millions d'euros, dans un contexte où Florentino Pérez vient tout juste de signer Zidane pour 75 millions. Sauf que Florentino Pérez est un négociateur hors pair. Après des discussions intenses, il parvient à convaincre Moratti de céder le phénomène pour un montant de 42 millions d'euros.
Ronaldo rejoint le Real Madrid et l'histoire s'accélère. L'adaptation est presque immédiate. Le 6 octobre 2002, Vicente Del Bosque décide de lancer Ronaldo lors du match face au Deportivo Alavés. Il ne lui faut que 30 secondes. 30 secondes pour inscrire son premier but sous le maillot blanc, après une passe millimétrée de son coéquipier en sélection, Roberto Carlos. 15 minutes plus tard, Ronaldo frappe encore et inscrit son deuxième but. Le message est clair. Match après match, Ronaldo confirme. Et il ne déçoit jamais les attentes de Florentino Pérez. Il termine la saison avec 30 buts, toutes compétitions confondues, devient meilleur buteur du Real Madrid et se classe deuxième meilleur buteur de Liga, derrière le néerlandais Roy Mackay, alors joueur du Deportivo La Coruña. Collectivement, le Real Madrid remporte la Liga. Mais sur la scène européenne, le rêve s'arrête. En Ligue des Champions, Ronaldo et le Real chutent en demi-finale face à la Juventus, la bête noire du phénomène. La saison suivante, Ronaldo poursuit son ascension. Il retrouve son instinct de tueur et inscrit 24 buts en championnat, remportant ainsi le Pichichi, le titre de meilleur buteur de Liga. Un exploit retentissant, réalisé 7 ans après sa première couronne de meilleur buteur. Ronaldo est de retour au sommet du football espagnol. Mais en parallèle, la saison du Real Madrid est un véritable échec. Malgré une constellation de stars, le club reste sans le moindre trophée. La Liga est perdue au profit de Valence et le Real termine à une décevante 4e place, derrière Barcelone et le Deportivo La Coruña. La plus grande désillusion survient en Europe. En Ligue des Champions, le Real Madrid est éliminé dès les quarts de finale par l'AS Monaco. Un revers retentissant, une humiliation. Commencent alors les années de disette pour le club madrilène, jusqu'à l'arrivée de Fabio Capello lors de la saison 2006 à 2007. L'entraîneur italien tranche. Ronaldo est écarté du 11 titulaire, remplacé par Ruud van Nistelrooy. Le message est clair. À l'hiver, le phénomène choisit de quitter Madrid et de retourner en Italie, en rejoignant le Milan AC pour 7,5 millions d'euros. Dès son arrivée, Ronaldo provoque une onde de choc. Face aux supporters de l'Inter, il déclare avoir réalisé un rêve d'enfance en rejoignant le Grand Milan. Pour les tifosi nerazzurri, c'est une trahison absolue. Sur le terrain, en revanche, les débuts sont fidèles à sa légende. Ronaldo inscrit un doublé lors de son premier match face à Sienne, puis marque 7 buts en 12 rencontres. Mais cela ne suffit pas. Le Milan AC termine la saison à la 4e place du championnat. En revanche, le club lombard remporte la Ligue des Champions. Sans Ronaldo, car le phénomène est inéligible sur la scène européenne, ayant déjà été enregistré avec le Real Madrid. Le trophée tant convoité lui échappe une nouvelle fois. Le temps joue contre lui. La fin de l'aventure européenne approche. Ronaldo ne débute pas la saison suivante avec Milan, victime d'une blessure à la cuisse. Il revient en milieu de saison et signe un doublé face à Naples. Mais la malédiction persiste. Les blessures musculaires s'enchaînent. Et puis, le 23 février 2008, lors d'un match face à Livourne, le destin frappe une dernière fois. À 31 ans, Ronaldo se blesse gravement au genou gauche. Une blessure qui l'éloigne des terrains pendant 9 mois. C'est la fin. Durant cette période d'arrêt, sa vie privée refait surface dans les médias, et les polémiques s'accumulent. Mais le verdict tombe ailleurs. Le médecin en charge de son dossier révèle que Ronaldo souffre d'un dérèglement de la thyroïde. Le Milan AC refuse alors toute prolongation de contrat, même avec un salaire réduit. Ronaldo comprend. Il annonce officiellement sa retraite du football européen. Pourtant, les offres affluent. Il refuse un contrat annuel de 9 millions d'euros proposé par l'homme d'affaires émirati Souleymane Al Fahim, qui souhaite l'attirer à Manchester City. Il décline également une proposition spectaculaire du président de Sienne, Giovanni Lombardi, offrant 100 000 euros par but inscrit. Ronaldo a fait son choix. Après plusieurs semaines d'entraînement avec Flamengo, dans sa ville natale de Rio de Janeiro, il s'engage finalement avec les Corinthians, club mythique de Sao Paulo. Pour les supporters de Flamengo, c'est une trahison envers Rio. Le 4 mars, Ronaldo retrouve enfin les terrains. Et lors de son 3e match, il renoue avec son instinct de buteur, inscrivant un but de la tête. Avec les Corinthians,
le phénomène inscrit 35 buts en 69 matchs. La boucle est presque bouclée. Le phénomène n'est plus celui d'avant, mais son nom, lui, reste éternel. Avant d'annoncer sa retraite définitive, le 14 février 2011, Ronaldo aura été un joueur d'exception, un phénomène à tous les niveaux. Mais la malédiction des blessures, alliée à son refus de toute contrainte, a provoqué de nombreuses cassures dans une carrière pourtant hors norme. Malgré tout, Ronaldo demeure l'un des plus grands joueurs que le football ait jamais connu. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce documentaire, et si ce format vous a plu, si vous souhaitez que nous produisions d'autres documentaires de ce genre, soutenez-nous avec un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous ce que vous en avez pensé.